Audio a le plaisir de vous présenter une comédie en 5 actes de Molière, L'école des femmes. Les personnages par ordre de leur entrée en scène. Chrysalde, ami d'Arnolphe. Thierry Codvel. Arnolphe, autrement Monsieur de la Souche. Gustave. Alain, paysan, valet d'Arnolphe. Alain de Gand. Georgette, paysanne, servante d'Arnolphe. Hespériide. Agnès, jeune fille innocente, élevée par Arnolphe. Bruissement. Horace, amant d'Agnès. Vincent de l'Épine. Un notaire, Florent. Henric, beau-frère de Chrysalde. Théotex. Oronte, père d'Horace et grand ami d'Arnolphe. Emeric. La scène est dans une place de ville. Acte 1er. Scène 1. Chrysalde, Arnolphe. Vous venez, dites-vous, pour lui donner la main. Oui, je veux terminer la chose dans 2 mains. Nous sommes ici seuls, et l'on peut, ce me semble, sans craindre d'être oui, y discourir ensemble. Voulez-vous qu'en ami je vous ouvre mon cœur? Votre dessein pour vous me fait trembler de peur. Et de quelque façon que vous tourniez l'affaire, prendre femme est à vous un coup bien téméraire. Il est vrai, notre ami, peut-être que chez vous, vous trouvez des sujets de craindre pour chez nous, et votre front, je crois, veut que du mariage les cornes soient partout, l'infaillible apanage. Ce sont coups du hasard dont on n'est point garant, et bien sot, ce me semble, est le soin qu'on en prend. Mais quand je crains pour vous, c'est cette raillerie dont 100 pauvres maris ont souffert la furie. Car enfin, vous savez qu'il n'est grand ni petit que votre critique on ait vu garantie, que vos plus grands plaisirs sont, partout où vous êtes, de faire 100 éclats des intrigues secrètes. Fort bien. Est-il au monde une autre ville aussi, où l'on ait des maris si patients qu'ici? Est-ce qu'on n'en voit pas de toutes les espèces qui sont accommodées chez eux de toutes pièces? L'un amasse du bien, dont sa femme fait part à ceux qui prennent soin de le faire cornard. L'autre, un peu plus heureux, mais non pas moins infâme, voit faire tous les jours des présents à sa femme, et d'aucun soin jaloux dans l'esprit combattu, parce qu'elle lui dit que c'est pour sa vertu. L'un fait beaucoup de bruit, qui ne lui sert de guère, l'autre en toute douceur laisse aller les affaires, et voyant arriver chez lui le damoiseau, prend fort honnêtement ses gants et son manteau. L'une de son galant, en adroite femelle, fait fausse confidence à son époux fidèle, qui ne rend sûreté sur un pareil appât, et le plaint, ce galant, des soins qu'il ne perd pas. L'autre, pour se purger de sa magnificence, dit qu'elle gagne au jeu l'argent qu'elle dépense. Et le mari benet, sans songer à quel jeu, sur les gains qu'elle fait, rend des grâces à Dieu. Enfin, ce sont partout des sujets de satire. Et comme spectateur, ne puis-je pas en rire? Puis-je pas de nos sots? Oui, mais qui rit d'autrui doit craindre qu'en revanche on rit aussi de lui. J'entends parler le monde, et des gens se délassent à venir débiter les choses qui se passent. Mais quoique l'on divulgue aux endroits où je suis, jamais on ne m'a vu triompher de ces bruits. J'y suis assez modeste, et bien qu'aux occurrences je puisse condamner certaines tolérances, que mon dessein ne soit de souffrir nullement ce que d'aucun mari souffre paisiblement. Pourtant, je n'ai jamais affecté de le dire, car enfin il faut craindre un revers de satire. Et l'on ne doit jamais jurer sur de tels cas de ce qu'on pourra faire ou bien ne faire pas. Ainsi, quant à mon front, par un sort qui tout mène, il serait arrivé quelque disgrâce humaine. Après mon procédé, je suis presque certain qu'on se contentera de s'en rire sous main. Et peut-être qu'encore j'aurai cet avantage que quelques bonnes gens diront que c'est dommage. Mais de vous, cher compère, il en est autrement. Je vous le dis encore, vous risquez diablement.
comme sur les maris accusés de souffrance, de tout temps votre langue a daubé d'importance. Qu'on vous a vu contre eux un diable déchaîné, vous devez marcher droit pour n'être point berné. Et s'il faut que sur vous on ait la moindre prise, gare qu'au carrefour on ne vous tympanise. Mon Dieu, notre ami, ne vous tourmentez point. Bien huppé qui pourra m'attraper sur ce point. Je sais les tours rusés et les subtiles trames dont pour nous en planter savent user les femmes. Et comme on est dupé par leur dextérité, contre cet accident, j'ai pris mes sûretés. Et celle que j'épouse a toute l'innocence qui peut sauver mon front de maligne influence. Et que prétendez-vous qu'une sotte en un mot? Épouser une sotte est pour n'être point sot. Je crois, en bon chrétien, votre moitié fort sage, mais une femme habile est un mauvais présage. Et je sais ce qu'il coûte à de certaines gens pour avoir pris les leurs avec trop de talent. Moi, j'irais me charger d'une spirituelle qui ne parlerait rien que cercle et que ruelle, qui de prose et de vers ferait de doux écrits et que visiterait marquises et beaux esprits, tandis que sous le nom du mari de madame, je serais comme un saint que pas un ne réclame. Non, non, je ne veux point d'un esprit qui soit haut, et femme qui compose en sait plus qu'il ne faut. Je prétends que la mienne, en clarté peu sublime, même ne sache pas ce que c'est qu'une rime. Et s'il faut qu'avec elle on joue au corbillon, et qu'on vienne à lui dire à son tour « Qui mettons ?» je veux qu'elle réponde « Une tarte à la crème », en un mot, qu'elle soit d'une ignorance extrême. Et c'est assez pour elle, à vous en bien parler, de savoir prier Dieu, m'aimer, coudre et filer. Une femme stupide est donc votre marotte? Tant que j'aimerais mieux une laide bien sotte qu'une femme fort belle avec beaucoup d'esprit. L'esprit et la beauté. L'honnêteté suffit. Mais comment voulez-vous, après tout, qu'une bête puisse jamais savoir ce que c'est qu'être honnête? Outre qu'il est assez ennuyeux, que je crois, d'avoir toute sa vie une bête avec soi, pensez-vous le bien prendre et que sur votre idée la sûreté d'un front puisse être bien fondée? Une femme d'esprit peut trahir son devoir, mais il faut pour le moins qu'elle ose le vouloir. Et la stupide au sien peut manquer d'ordinaire, sans en avoir l'envie et sans penser le faire. À ce bel argument, à ce discours profond, ce que Pantagruel à Panurge répond, pressez-moi de me joindre à femme autre que sotte, prêchez, patrocinez, jusqu'à la Pentecôte. Vous serez ébahi quand vous serez au bout, que vous ne m'aurez rien persuadé du tout. Je ne vous dis plus mot. Chacun a sa méthode. En femme comme en tout, je veux suivre ma mode. Je me vois riche assez pour pouvoir, que je crois, choisir une moitié qui tienne tout de moi, et de qui la soumise et pleine dépendance n'est à me reprocher aucun bien ni naissance. Un air doux et posé, parmi d'autres enfants, m'inspira de l'amour pour elle dès 4 ans. Sa mère, se trouvant de pauvreté pressée, de la lui demander, il me vint en pensée. Et la bonne paysanne, apprenant mon désir, à sauter cette charge, eut beaucoup de plaisir. Dans un petit couvent, loin de toute pratique, je la fis élever selon ma politique, c'est-à-dire ordonnant quels soins on emploierait pour la rendre idiote autant qu'il se pourrait. Dieu merci, le succès a suivi mon attente, et grande je l'ai vue à tel point innocente que j'ai béni le ciel d'avoir trouvé mon fait pour me faire une femme au gré de mon souhait. Je l'ai donc retirée, et comme ma demeure à son sorte de monde est ouverte à toute heure, je l'ai mise à l'écart, comme il faut tout prévoir, dans cette autre maison où nul ne me vient voir. Et, pour ne point gâter sa bonté naturelle, je n'y tiens que des gens tout aussi simples qu'elle. Vous me direz, pourquoi cette narration? C'est pour vous rendre instruit de ma précaution. Le résultat de tout est qu'en ami fidèle, ce soir je vous invite à souper avec elle. Je veux que vous puissiez un peu l'examiner et voir si de mon choix on doit me condamner. J'y consens. Vous pourrez, dans cette conférence, juger de sa personne et de son innocence. Pour cet article-là, ce que vous m'avez dit ne peut... La vérité passe encore mon récit.
Dans ses simplicités, à tout coup, je l'admire. Et parfois, elle en dit, dont je pâme de rire. L'autre jour, pourrait-on se le persuader, elle était fort en peine, et me vint demander, avec une innocence à nul autre pareille, si les enfants qu'on fait se faisaient par l'oreille. Je me réjouis fort, seigneur Arnolphe. Bon, me voulez-vous toujours appeler de ce nom? Ah, malgré que j'en ai, il me vient à la bouche, et jamais je ne songe à monsieur de la Souche. Qui diable vous a fait aussi vous aviser à 42 ans de vous débaptiser, et d'un vieux tronc pourri de votre métairie vous faire dans le monde un nom de seigneurie? Outre que la maison, par ce nom se connaît, la Souche, plus qu'Arnolphe, à mes oreilles plaît. Quel abus de quitter le vrai nom de ses pères pour en vouloir prendre un bâti sur des chimères. De la plupart des gens, c'est la démangeaison, et sans vous embrasser dans la comparaison, je sais un paysan qu'on appelait Gros-Pierre, qui n'ayant pour tout bien qu'un seul quartier de terre, y fit tout alentour faire un fossé bourbeux, et de Monsieur de Lille en prit le nom pompeux. Vous pourriez vous passer d'exemples de la sorte, mais enfin, de la Souche est le nom que je porte. J'y vois de la raison, j'y trouve des appas, et m'appeler de l'autre, et ne m'obligez pas. Cependant, la plupart ont peine à s'y soumettre, et je vois même encore des adresses de lettres. Je le souffre aisément de qui n'est pas instruit, mais vous... Soit. Là-dessus nous n'aurons point de bruit, et je prendrai le soin d'accoutumer ma bouche à ne plus vous nommer que monsieur de la Souche. Adieu, je frappe ici pour donner le bonjour, et dire seulement que je suis de retour. Chrysalde, à part, en s'en allant. Ma foi, je le tiens fou de toutes les manières. Arnolphe seul. Il est un peu blessé sur certaines matières. Chose étrange de voir comme avec passion un chacun est chaussé de son opinion. Oh là! Scène 2. Arnolphe, Alain, Georgette dans la maison. Qui heurte? Ouvrez! À part. On aura que je pense grande joie à me voir après 10 jours d'absence. Qui va là? Moi? Georgette, Eh bien, ouvre là-bas. vas-y, toi. Vas-y, toi. Ma foi, je n'irai pas. Je n'irai pas aussi. Belle cérémonie pour me laisser dehors. Oh là! Oh, je vous prie! Qui frappe? Votre maître! Quoi? C'est monsieur. Ouvre vite. Ouvre, toi. Je souffle notre feu. J'empêche peur du chat que mon moineau ne sorte. Quiconque de vous deux n'ouvrira pas la porte n'aura point à manger de plus de 4 jours. Ah! Par quelle raison y venir quand j'y accours? Pourquoi plutôt que moi, plaisant stratagème? Ôte-toi donc de là. Non, ôte-toi toi-même. Je veux ouvrir la porte. Et je veux l'ouvrir, moi. Tu ne l'ouvriras pas, Ni toi non plus. ni toi. Il faut que j'aie ici l'âme bien patiente. Alain, en entrant. Ah, au moins, c'est moi, monsieur. Georgette, en entrant. Je suis votre servante. C'est moi. Sans le respect de monsieur que voilà, je te... Peste! Pardon. Voyez ce lourdeau-là! Oh, c'est elle aussi, monsieur. Que tous deux on se taise. Songez à me répondre et laissons la fadaise. Eh bien, Alain, comment se porte-t-on ici? Monsieur, nous... Arnolphe ôte le chapeau de dessus la tête d'Alain. Monsieur, nous port... Arnolphe l'ôte encore. Ah, Dieu merci, nous... Ôtant le chapeau d'Alain pour la 3e fois et le jetant par terre. Qui vous apprend, impertinente bête, à parler devant moi, le chapeau sur la tête? Ah, vous faites bien, j'ai tort. Faites descendre Agnès. Scène 3. Arnolphe, Georgette. Lorsque je m'en allais, fut-elle triste après? Triste? Non. Non. Si fait. Pourquoi donc? Oui, je meurs.
Elle vous croyait voir de retour à toute heure. Et nous n'oyons jamais passé devant chez nous cheval, âne ou mulet qu'elle ne prit pour vous. Scène 4. Arnolphe, Agnès, Alain, Georgette. La besogne à la main, c'est un bon témoignage. Eh bien, Agnès, je suis de retour du voyage. En êtes-vous bien aise? Oui, monsieur. Dieu merci. Et moi de vous revoir, je suis bien aise aussi. Vous vous êtes toujours, comme on voit, bien porté. Or les puces qui m'ont la nuit inquiété. Ah, vous aurez dans peu quelqu'un pour les chasser. Vous me ferez plaisir. Je le puis bien penser. Que faites-vous donc là? Je me fais des cornettes. Vos chemises de nuit et vos coiffes sont faites. Ah, voilà qui va bien. Allez, montez là-haut. Ne vous ennuyez point, je reviendrai tantôt, et je vous parlerai d'affaires importantes. Scène 5. Arnolphe, seul. Héroïne du temps, mesdames les savantes, pousseuses de tendresse et de beaux sentiments, je défie à la fois tous vos vers, vos romans, vos lettres, billets doux, toute votre science, de valoir cette honnête et pudique ignorance. Ce n'est point par le bien qu'il faut être ébloui, et pourvu que l'honneur soit... Scène 6. Horace, Arnolphe. Que vois-je? Est-ce... Oui, je me trompe. Nenni, si fait, non. C'est lui-même. Seigneur Horace. Arnolphe, Ah, joie extrême, et depuis quand ici? depuis 9 jours. Vraiment? Je fus d'abord chez vous, mais inutilement. J'étais à la campagne. Oui, depuis 2 journées. Oh, comme les enfants croissent en peu d'années, j'admire de le voir au point où le voilà, après que je l'ai vu, pas plus grand que cela. Vous voyez? Mais, de grâce, Oronte, votre père, mon cher ami, que j'estime et révère, que fait-il, que dit-il, est-il toujours gaillard? À tout ce qui le touche, il sait que je prends part. Nous ne nous sommes vus depuis 4 ans ensemble, ni qui plus est écrit l'un à l'autre, me semble. Il est, Seigneur Arnolphe, encore plus gai que nous, et j'avais de sa part une lettre pour vous. Mais depuis, par une autre, il m'apprend sa venue, et la raison encore ne m'en est pas connue. Savez-vous qui peut être un de vos citoyens qui retourne en ces lieux avec beaucoup de biens qu'il s'est en 14 ans acquis dans l'Amérique? Non, vous a-t-on point dit comme on le nomme? Enrique. Non. Mon père m'en parle, et qu'il est revenu, comme s'il devait m'être entièrement connu, et m'écrit qu'en chemin ensemble ils vont se mettre pour un fait important que ne dit point sa lettre. Horace remet la lettre d'Oronte à Arnolphe. Oh, j'aurai certainement grande joie à le voir, et pour le régaler, je ferai mon pouvoir. Après avoir lu la lettre. Il faut pour des amis des lettres moins civiles. Tous ces compliments sont choses inutiles. Sans qu'il prît le soin de m'en écrire rien, vous pouvez librement disposer de mon bien. Je suis homme à saisir les gens par leurs paroles, et j'ai précisément besoin de 100 pistoles. Ma foi, c'est m'obliger que d'en user ainsi, et je me réjouis de les avoir ici. Gardez aussi la bourse. Il faut... Laissons ce style. Eh bien, comment encore trouvez-vous cette ville? Nombreux en citoyens, superbes en bâtiments, et j'en crois merveilleux les divertissements. Chacun a ses plaisirs qu'il se fait à sa guise. Mais pour ceux que du nom de galants on baptise, ils ont en ce pays de quoi se contenter, car les femmes y sont faites à coqueter. On trouve d'humeur douce et la brune et la blonde, et les maris aussi les plus bénins du monde. C'est un plaisir de prince, et des tours que je vois, je me donne souvent la comédie à moi. Peut-être en avez-vous déjà féru quelqu'une?
Vous est-il point encore arrivé de fortune? Les gens faits comme vous font plus que les écus, et vous êtes de taille à faire des cocus. À ne vous rien cacher de la vérité pure, j'ai d'amour en ces lieux eu certaine aventure, et l'amitié m'oblige à vous en faire part. Bon, voici de nouveau quelques contes gaillards, et ce sera de quoi mettre sur mes tablettes. Mais de grâce qu'au moins ces choses soient secrètes. Oh! Vous n'ignorez pas qu'en ces occasions, un secret éventé rompt nos prétentions. Je vous avouerai donc avec pleine franchise qu'ici, d'une beauté, mon âme s'était prise. Mes petits soins d'abord ont eu tant de succès que je me suis chez elle ouvert un doux accès, et sans trop me vanter ni lui faire une injure, mes affaires y sont en fort bonne posture. Et c'est? Horace lui montrant le logis d'Agnès. Un jeune objet qui loge en ce logis dont vous voyez d'ici que les murs sont rougis. Simple à la vérité, par l'erreur sans seconde d'un homme qui la cache au commerce du monde, mais qui, dans l'ignorance où l'on veut la servir, fait briller des attraits capables de ravir. Un air tout engageant, je ne sais quoi de tendre, dont il n'est point de cœur qui se puisse défendre. Mais peut-être il n'est pas que vous n'ayez bien vu ce jeune astre d'amour de tant d'attraits pourvu, c'est Agnès qu'on l'appelle. Arnolphe à part. Ah, je crève. Pour l'homme, c'est, je crois, de la Zousse ou Souche qu'on le nomme. Je ne me suis pas fort arrêté sur le nom. Riche à ce qu'on m'a dit, mais des plus sensés, non. Et l'on m'en a parlé comme d'un ridicule. Le connaissez-vous point? Arnolphe à part. La fâcheuse pilule. Eh, vous ne dites mot. Oui, je le connais. C'est un fou, n'est-ce pas? Mais Qu'en dites-vous? Quoi? Eh, c'est-à-dire, oui, jaloux à faire rire. Sot! Je vois qu'il en est ce que l'on m'a pu dire. Enfin, l'aimable Agnès a su m'assujettir. C'est un joli bijou, pour ne point vous mentir. Et ce serait péché qu'une beauté si rare fût laissée au pouvoir de cet homme bizarre. Pour moi, tous mes efforts, tous mes vœux les plus doux vont à m'en rendre maître en dépit du jaloux. Et l'argent que de vous j'emprunte avec franchise n'est que pour mettre à bout cette juste entreprise. Vous savez mieux que moi, quels que soient nos efforts, que l'argent est la clé de tous les grands ressorts, et que ce doux métal qui frappe tant de têtes, en amour comme en guerre, avance les conquêtes. Vous me semblez chagrin. Serait-ce qu'en effet vous désapprouveriez le dessein que j'ai fait? non, c'est que je songeais. Cet entretien vous lasse. Adieu. J'irai chez vous tantôt vous rendre grâce. Ah, faut-il? Horace revenant. Derechef, veuillez être discret, et n'allez pas de grâce éventer mon secret. Que je sens dans mon âme. Horace revenant. Et surtout à mon père, qui s'en ferait peut-être un sujet de colère. Arnolphe croyant qu'il revient encore. Oh, que j'ai souffert durant cet entretien. Jamais trouble d'esprit ne fut égal au mien. Avec quelle imprudence et quelle hâte extrême il m'est venu conter cette affaire à moi-même. Bien que mon autre nom le tienne dans l'erreur, étourdi montra-t-il jamais tant de fureur, mais ayant tant souffert, je devais me contraindre jusques à m'éclaircir de ce que je dois craindre à pousser jusqu'au bout son caquet indiscret et savoir pleinement leur commerce secret. Tâchons à le rejoindre, il n'est pas loin, je pense, tirons-en de ce fait l'entière confidence.
Je tremble du malheur qui m'en peut arriver, et l'on cherche souvent plus qu'on ne veut trouver. Acte 2. Scène 1. Arnolphe. Il m'est, lorsque j'y pense, avantageux sans doute d'avoir perdu mes pas et pu manquer sa route, car enfin, de mon cœur, le trouble impérieux n'eût pu se refermer tout entier à ses yeux. Il lui fait éclater l'ennui qui me dévore, et je ne voudrais pas qu'il sût ce qu'il ignore, mais je ne suis pas homme à gober le morceau et laisser un champ libre aux vœux du damoiseau. J'en veux rompre le cours et sans tarder apprendre jusqu'où l'intelligence entre eux a pu s'étendre. J'y prends pour mon honneur un notable intérêt, je la regarde en femme, au terme qu'elle en est. Elle n'a pu faillir sans me couvrir de honte, et tout ce qu'elle a fait enfin est sur mon compte. Éloignement fatal, voyage malheureux. Scène 2. Alain, Georgette, Arnolphe. Ah, monsieur, cette fois? Paix, venez ça tous deux, passez là, passez là. Venez là, venez, dis-je. Ah, vous me faites peur, et tout mon sang se fige. C'est donc ainsi qu'absent vous m'avez obéi, et tous deux de concert, vous m'avez donc trahi. Eh, ne me mangez pas, monsieur, je vous en conjure. Quelque chien enragé l'a mordu, je m'assure. Ouf, je ne puis parler tant je suis prévenu. Je suffoque et voudrais me pouvoir mettre nu. Et vous avez donc souffert, ô canaille maudite, qu'un homme soit venu? Tu veux prendre la fuite? Il faut que sur le champ, si tu bouges, je veux que vous me disiez, oui, je veux que tous deux, quiconque remuera par la mort, je l'assomme. Comme est-ce que chez moi s'est introduit cet homme, et par les dépêcher vite, promptement, tôt, sans rêver, veut-on dire? Ah, Le cœur me fond. je meurs. Je suis en eau. Prenons un peu d'haleine. Il faut que je m'évente et que je me promène. Aurais-je deviné, quand je l'ai vu petit, qu'il croîtrait pour cela? Ah, ciel, que mon cœur pâtit. Je pense qu'il vaut mieux que de sa propre bouche je tire avec douceur l'affaire qui me touche. Tâchons de modérer notre ressentiment. Patience, mon cœur, doucement, doucement. Levez-vous, et rentrant, faites qu'Agnès descende. M'arrêtez, sa surprise en deviendrait moins grande. Du chagrin qui me trouble, ils iraient l'avertir, et moi-même je veux l'aller faire sortir. Que l'on m'attende ici. Scène 3. Alain, Georgette. Mon Dieu, qu'il est terrible. Ses regards m'ont fait peur, mais une peur horrible. Et jamais je ne vis plus hideux chrétien. Ce monsieur l'a fâché, je te le disais bien. Mais que diantre est cela, qu'avec tant de rudesse il nous fait au logis garder notre maîtresse? D'où vient qu'à tout le monde il veut tant la cacher, et qu'il ne saurait voir personne en approcher? C'est que cette action le met en jalousie. Mais d'où vient qu'il est pris de cette fantaisie? Cela vient de ce qu'il est jaloux. Oui, mais pourquoi l'est-il? Et pourquoi ce courroux? C'est que la jalousie, entends-tu bien, Georgette, est une chose, là, qui fait qu'on s'inquiète, et qui chasse les gens d'autour d'une maison. Je m'en vais te bailler une comparaison afin de concevoir la chose davantage. Dis-moi, n'est-il pas vrai, quand tu tiens ton potage, que si quelque affamé venait pour en manger, tu serais en colère et voudrais le charger? Oui, je comprends cela. Et c'est justement tout comme. La femme est en effet le potage de l'homme. Et quand un homme voit d'autres hommes parfois qui veulent, dans sa soupe, aller tremper leurs doigts, il en montre aussitôt une colère extrême. Oui, mais pourquoi chacun n'en fait-il pas de même?
et que nous en voyons qui paraissent joyeux lorsque leurs femmes sont avec les beaux monsieur. C'est que chacun n'a pas cette amitié goulue qui n'en veut que pour soi. Si je n'ai la berlue, je le vois qui revient. Tes yeux sont bons, c'est lui. Vois comme il est chagrin. C'est qu'il a de l'ennui. Scène 4. Arnolphe, Agnès, Alain, Georgette. Un certain grec disait à l'empereur Auguste, comme une instruction utile autant que juste, que lorsqu'une aventure en colère nous met, nous devons avant tout dire notre alphabet, afin que dans ce temps la bile se tempère et qu'on ne fasse rien que l'on ne doive faire. J'ai suivi sa leçon sur le sujet d'Agnès, et je la fais venir en ce lieu tout exprès, sous prétexte d'y faire un tour de promenade, afin que les soupçons de mon esprit malade puissent sur le discours la mettre adroitement, et lui sont dans le cœur s'éclaircir doucement. Venez, Agnès, rentrez. Scène 5. Arnolphe, Agnès. La promenade est belle, hein. Fort belle, Le beau jour. fort beau. Quelle nouvelle? Le petit chat est mort. C'est dommage, mais quoi, nous sommes tous mortels, et chacun est pour soi. Lorsque j'étais au champ, n'a-t-il point fait de pluie? Non, Vous ennuyait-il? jamais je ne m'ennuie. Qu'avez-vous fait encore ces 9 ou 10 jours-ci? 6 chemises, je pense, et 6 coiffes aussi. Le monde, chère Agnès, est une chose étrange. Voyez la médisance et comme chacun cause. Quelques voisins m'ont dit qu'un jeune homme inconnu était en mon absence à la maison venue, que vous aviez souffert sa vue et ses harangues, mais je n'ai point pris foi sur ces méchantes langues, et j'ai voulu gager que c'était faussement. Mon Dieu, ne gagez pas. Vous perdriez vraiment. Quoi, c'est la vérité qu'un homme... Chose sûre. Il n'a presque bougé de chez nous, je vous jure. Cet aveu qu'elle le fait avec sincérité me marque pour le moins son ingénuité. Mais il me semble, Agnès, si ma mémoire est bonne, que j'avais défendu que vous vissiez personne. Oui, mais quand je l'ai vu, vous ignorez pourquoi. Et vous en auriez fait sans doute autant que moi. Peut-être, mais enfin, contez-moi cette histoire. Elle est fort étonnante et difficile à croire. J'étais sur le balcon à travailler au frais, lorsque je vis passer sous les arbres d'auprès un jeune homme bien fait, qui, rencontrant ma vue, d'une humble révérence aussitôt, me salue. Moi, pour ne point manquer à la civilité, je fis la révérence aussi de mon côté. Soudain, il me refait une autre révérence. Moi, j'en refais de même, une autre en diligence. Et lui, d'une troisième aussitôt repartant, d'une troisième aussi, j'y repars à l'instant. Il passe, vient, repasse, et toujours de plus belle, me fait à chaque fois révérence nouvelle. Et moi, qui tous ces tours fixement regardois, nouvelle révérence aussi je lui rendois. Tant que, si sur ce point la nuit ne fût venue, toujours comme cela, je me serais tenue, ne voulant point céder, et recevoir l'ennui qu'il me pût estimer moins civil que lui. Fort bien. Le lendemain, étant sur notre porte, une vieille m'aborde en parlant de la sorte. Mon enfant, le bon Dieu puisse-t-il vous bénir, et dans tous vos attraits longtemps vous maintenir. Il ne vous a pas fait une belle personne, afin de mal user des choses qu'il vous donne. Et vous devez savoir que vous avez blessé un cœur qui, de s'en plaindre, est aujourd'hui forcé. Ah, suppôt de Satan, exécrable damné. Moi, j'ai blessé quelqu'un? Fis-je tout étonné. Oui, dit-elle, blessé, mais blessé tout de bon. Et c'est l'homme qui hier vous vîtes du balcon. Hélas, qui pourrait, dis-je, en avoir été cause? Sur lui, sans y penser, fis-je choir quelque chose.
Non, dit-elle, vos yeux ont fait ce coup fatal, et c'est de leur regard qu'est venu tout son mal. Eh, mon Dieu, ma surprise est, fis-je sans seconde. Mes yeux ont-ils du mal pour en donner au monde? Oui, fit-elle. Vos yeux pour causer le trépas, ma fille, ont un venin que vous ne savez pas. En un mot, il languit, le pauvre misérable. Et s'il faut, poursuivit la vieille charitable, que votre cruauté lui refuse un secours, c'est un homme à porter en terre dans 2 jours. Mon Dieu, j'en aurais, dis-je, une douleur bien grande. Mais pour le secourir, qu'est-ce qu'il me demande? Mon enfant, me dit-elle, il ne veut obtenir que le bien de vous voir et vous entretenir. Vos yeux peuvent seuls empêcher sa ruine et du mal qu'ils ont fait être la médecine. Hélas, volontiers, dis-je, et puisqu'il est ainsi, il peut tant qu'il voudra me venir voir ici. Ah, sorcière maudite, empoisonneuse d'âme, puisse l'en faire payer tes charitables trames. Voilà comme il me vit et reçut guérison. Vous-même, à votre avis, n'ai-je pas eu raison? Et pouvoir-je, après tout, avoir la conscience de le laisser mourir, faute d'une assistance? Moi qui compatis tant aux gens qu'on fait souffrir, et ne puis, sans pleurer, voir un poulet mourir. Tout cela n'est parti que d'une âme innocente, et j'en dois accuser mon absence imprudente, qui, sans guide, a laissé cette bonté de mœurs exposée aux aguets des rusés séducteurs. Je crains que le pendard, dans ses vœux téméraires, un peu plus fort que je, n'ait poussé les affaires. Qu'avez-vous? Vous grondez, ce me semble, un petit. Est-ce que c'est mal fait, ce que je vous ai dit? Non, mais de cette vue, apprenez-moi les suites, et comme le jeune homme a passé ses visites. Hélas, si vous saviez comme il était ravi, comme il perdit son mal sitôt que je le vis. Le présent qu'il m'a fait d'une belle cassette, et l'argent qu'en ont eu notre Alain et Georgette, vous l'aimeriez sans doute, et diriez comme nous. Oui, mais que faisait-il étant seul avec vous? Il jurait qu'il m'aimait d'un amour sans seconde, et me disait des mots les plus gentils du monde, des choses que jamais rien ne peut égaler, et dont, toutes les fois que je l'entends parler, la douceur me chatouille, et là-dedans remue certain je ne sais quoi dont je suis tout émue. Ô fâcheux examen d'un mystère fatal, où l'examinateur souffre seul tout le mal. Outre tous ces discours, toutes ces gentillesses, ne vous faisait-il point aussi quelques caresses? Autant, il me prenait et les mains et les bras, et de me les baiser, il n'était jamais là. Ne vous a-t-il point pris, Agnès, quelque autre chose? La voyant interdite. Ouf. Et il m'a Quoi? pris Euh, le... plaît-il? Je n'ose, et vous vous fâcherez peut-être contre moi. Non. Si fait. Mon Dieu, non. Jurez donc votre foi. Ma foi, soit. Il m'a pris. Vous serez en colère. Non. Si, Non, 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 non. Diantre, que de mystère. Qu'est-ce qu'il vous a pris? il Je souffre en damné. m'a pris le ruban que vous m'aviez donné. À vous dire le vrai, je n'ai pu m'en défendre. Arnolphe reprenant haleine. Passe pour le ruban. Mais je voulais apprendre s'il ne vous a rien fait que vous baiser les bras. Comment? Est-ce qu'on fait d'autres choses? Oh, non pas, mais pour guérir du mal qu'il dit qu'il le possède, n'a-t-il point exigé de vous d'autres remèdes? Non. Vous pouvez juger, s'il en eût demandé, que pour le secourir, j'aurais tout accordé.
Grâce aux bontés du ciel, j'en suis quitte à bon compte. Si j'y retombe plus, je veux bien qu'on m'affronte. Chut, de votre innocence, Agnès, c'est un effet. Je ne vous en dis mot, ce qui s'est fait est fait. Je sais qu'en vous flattant, le galant ne désire que de vous abuser. Et puis après, sans rire. Au point, il me l'a dit plus de 20 fois à moi. Ah, vous ne savez pas ce que c'est que sa foi, mais enfin apprenez qu'accepter des cassettes, et de ces beaux blondins écouter les sornettes, que se laisser par eux à force de langueur baiser ainsi les mains et chatouiller le cœur, est un péché mortel des plus gros qu'il se fasse. Un péché, dites-vous? Et la raison de grâce? La raison est l'arrêt prononcé que par ses actions le ciel est courroucé. Courroucé. Mais pourquoi faut-il qu'il s'en courrouce? C'est une chose, hélas, si plaisante et si douce. J'admire quelle joie en goûte à tout cela. Et je ne savais point encore ces choses-là. Oui, c'est un grand plaisir que toute cette tendresse, ces propos si gentils et ces douces caresses, mais il faut le goûter en toute honnêteté, et qu'en se mariant, le crime en soit ôté. N'est-ce plus un péché lorsque l'on se marie? Non, Mariez-moi donc promptement, je vous prie. si vous le souhaitez, je le souhaite aussi, et pour vous marier, on me revoit ici. Est-il possible Oui, que vous me ferez aise? oui, je ne doute point que l'hymen ne vous plaise. Vous ne voulez, nous deux, Rien de plus assuré. que, si cela se fait, je vous caresserai. Et la chose sera, de ma part, réciproque. Je ne reconnais point, pour moi, quand on se moque. Parlez-vous tout de bon? Oui, vous le pouvez voir. Nous serons mariés? Oui, Mais quand? dès ce soir. Dès ce soir? Dès ce soir, cela vous fait donc rire? Oui. Vous voir bien contente est ce que je désire. Hélas, que je vous ai grande obligation, et qu'avec lui, j'aurai de satisfaction. Avec qui? Avec là, Là n'est pas mon compte. À choisir un mari, vous êtes un peu prompte. C'est un autre en un mot que je vous tiens tout près. Et quant au monsieur là, je prétends, s'il vous plaît, dû le mettre au tombeau, le mal dont il vous berce, qu'avec lui désormais vous rompiez tout commerce, que, venant au logis pour votre compliment, vous lui fermiez au nez la porte honnêtement, en lui jetant, s'il heurte, un grès par la fenêtre. L'obligiez tout de bon à ne plus y paraître. M'entendez-vous, Agnès? Moi, caché dans un coin de votre procédé, je serai le témoin. hélas, il a si bien fait, c'est... Ah, que de langage! Je n'aurai pas le cœur. Point de bruit davantage. Montez là-haut. Mais quoi? Voulez-vous? C'est assez. Je suis maître, je parle. Allez, obéissez. Acte 3, scène 1. Arnolphe, Agnès, Alain, Georgette. Oui, tout a bien été, ma joie est sans pareille. Vous avez là suivi mes ordres à merveille, confondu de tout point le blondin séducteur, et voilà de quoi sert un sage directeur. Votre innocence, Agnès, avait été surprise. Voyez, sans y penser, où vous vous étiez mise. Vous enfiliez tout droit, sans mon instruction, le grand chemin d'enfer et de perdition. De tous ces damoiseaux, on sait trop les coutumes,
Ils ont de beaux canons, force rubans et plumes, grands cheveux, belles dents, et des propos fort doux, mais comme je vous dis, la griffe est là-dessous, et ce sont vrais satans dont la gueule altérée de l'honneur féminin cherche à faire curer. Mais encore une fois, grâce aux soins apportés, vous en êtes sorti avec honnêteté. L'air dont je vous ai vu mijoter cette pierre, qui de tous ses desseins a mis l'espoir par terre, me confirme encore mieux à ne point différer les noces où je dis qu'il faut vous préparer. Mais avant toute chose, il est bon de vous faire quelques petits discours qui vous soient salutaires. À Georgette et à Alain. Un siège au frais ici. Vous, si jamais en rien... De toutes vos leçons, nous nous souviendrons bien. Cet autre monsieur-là nous en faisait à croire, mais... S'il entre jamais, je veux jamais le boire. Aussi bien est-ce un sot, il nous a l'autre fois donné 2 écus d'or qui n'étaient pas de poids. Ayez donc pour souper tout ce que je désire, et pour notre contrat, comme je viens de dire, faites venir ici, l'un ou l'autre au retour, le notaire qui loge au coin de ce carrefour. Scène 2. Arnolphe, Agnès. Arnolphe assis. Agnès, pour m'écouter, laissez là votre ouvrage. Levez un peu la tête et tournez le visage. Là, regardez-moi là durant cet entretien, et jusqu'au moindre mot, imprimez-le vous bien. Je vous épouse, Agnès, et 100 fois la journée vous devez bénir l'heure de votre destinée, contempler la bassesse où vous avez été, et dans le même temps admirer ma bonté qui, de ce vil état de pauvre villageoise, vous fait monter au rang d'honorable bourgeoise, et jouir de la couche et des embrassements d'un homme qui fuyait tous ses engagements, et dont à 20 parties, fort capable de plaire, le cœur a refusé l'honneur qu'il vous veut faire. Vous devez toujours, dis-je, avoir devant les yeux le peu que vous étiez sans ce nœud glorieux, afin que cet objet d'autant mieux vous instruise à mériter l'état où je vous aurais mise, à toujours vous connaître et faire qu'à jamais je puisse me louer de l'acte que je fais. Le mariage, Agnès, n'est pas un badinage. À d'austères devoirs, le rang de femme engage, et vous n'y montez point à ce que je prétends pour être libertine et prendre du bon temps. Votre sexe n'est là que pour la dépendance, du côté de la barbe et la toute-puissance. Bien qu'on soit 2 moitiés de la société, ces 2 moitiés pourtant n'ont point d'égalité. L'une est moitié suprême et l'autre subalterne. L'une en tout est soumise à l'autre qui gouverne. Est-ce que le soldat, dans son devoir instruit, montre d'obéissance au chef qui le conduit, le valet à son maître, un enfant à son père, à son supérieur le moindre petit frère, n'approche point encore de la docilité et de l'obéissance et de l'humilité et du profond respect, où la femme doit être, pour son mari, son chef, son seigneur et son maître. Lorsqu'il jette sur elle un regard sérieux, son devoir aussitôt est de baisser les yeux, et de n'oser jamais le regarder en face, que quand d'un doux regard il lui veut faire grâce. C'est ce qu'entendent mal les femmes aujourd'hui, mais ne vous gâtez pas sur l'exemple d'autrui, gardez-vous d'imiter ces coquettes vilaines, dont par toute la ville on chante les fredaines, et de vous laisser prendre aux assauts du malin, c'est-à-dire d'ouïr aucun jeune blondin. Songez qu'en vous faisant moitié de ma personne, c'est mon honneur, Agnès, que je vous abandonne, que cet honneur est tendre et se blesse de peu, que sur un tel sujet il ne faut point de jeu, et qu'il est aux enfers des chaudières bouillantes où l'on plonge à jamais les femmes mal vivantes. Ce que je vous dis là ne sont pas des chansons, et vous devez du cœur dévorer ces leçons. Si votre âme les suit et fuit d'être coquette, elle sera toujours comme un lys blanche et nette. Mais s'il faut qu'à l'honneur elle fasse faux bond,
Elle deviendra alors noire comme un charbon, vous paraîtrez à tous un objet effroyable, et vous irez un jour, vrai partage du diable, bouillir dans les enfers à toute éternité. Dieu vous veuille garder la céleste bonté. Faites la révérence, ainsi qu'une novice, par cœur dans le couvent, doit savoir son office. Entrant au mariage, il en faut faire autant. Et voici dans ma poche un écrit important Il se lève. qui vous enseignera l'office de la femme. J'en ignore l'auteur, mais c'est quelque bonne âme, et je veux que ce soit votre unique entretien. Tenez, voyons un peu si vous le lirez bien. Les maximes du mariage ou les devoirs de la femme mariée avec son exercice journalier. Maxime 1. Seul qu'un lien honnête fait entrer au lit d'autrui doit se mettre dans la tête, malgré le train d'aujourd'hui, que l'homme qui l'apprend ne l'apprend que pour lui. Je vous expliquerai ce que cela veut dire, mais pour le représente, il ne faut rien que lire. Maxime 2. Elle ne se doit parer qu'autant que peut désirer le mari qui la possède. C'est lui que touche seul le soin de sa beauté. Et pour rien doit être compté que les autres la trouvent laide. Maxime 3. Loin ses études d'œillade, ses os, ses blancs, ses pommades, et 1000 ingrédients qui font des teints fleuris. À l'honneur tous les jours, ce sont drogues mortelles, et les soins de paraître belle se prennent peu pour les maris. Maxime 4. Sous sa coiffe, en sortant, comme l'honneur l'ordonne, il faut que de ses yeux elle étouffe les coups. Car pour bien plaire à son époux, elle ne doit plaire à personne. Maxime 5. Ah, ceux dont au mari la visite se rend, la bonne règle défend de recevoir aucune âme. Ceux qui, de galante humeur, n'ont affaire qu'à madame, n'accommodent pas monsieur. Maxime 6. Il faut, des présents des âmes, qu'elles se défendent bien. Car, dans le siècle où nous sommes, on ne donne rien pour rien. Maxime 7. Dans ces meubles, dut-elle en avoir de l'ennui? Il ne faut écritoire, encre, papier ni plume. Le mari doit, dans les bonnes coutumes, écrire tout ce qui s'écrit chez lui. Maxime 8. Ces sociétés déréglées qu'on nomme belles assemblées des femmes tous les jours corrompent les esprits. En bonne politique, on les doit interdire, car c'est là que l'on conspire contre les pauvres maris. Maxime 9. Toute femme qui veut à l'honneur se vouer doit se défendre de jouer, comme d'une chose funeste, car le jeu, fort décevant, pousse une femme souvent à jouer de tout son reste. Maxime 10. Des promenades du temps ou repas qu'on donne aux champs, il ne faut point qu'elle essaye. Selon les prudents cerveaux, le mari, dans ses cadeaux, est toujours celui qui paye. Maxime 11.
Vous achèverez seul, et pas à pas tantôt je vous expliquerai ces choses comme il faut. Je me suis souvenu d'une petite affaire, je n'ai qu'un mot à dire et ne tarderai guère. Rentrez et conservez ce livre chèrement. Si le notaire revient, qu'il m'attende un moment. Scène 3. Arnolphe. Je ne puis faire mieux que d'en faire ma femme. Ainsi que je voudrais, je tournerais cette âme comme un morceau de cire entre mes mains ailées, et je lui puis donner la forme qui me plaît. Il s'en est peu fallu que, durant mon absence, on ne m'ait attrapé par son trop d'innocence. Mais il vaut beaucoup mieux, à dire vérité, que la femme qu'on appêche de ce côté. De ces sortes d'erreurs, le remède est facile. Toute personne simple aux leçons est docile, et si du bon chemin on la fait écarter, deux mots incontinents l'y peuvent rejeter. Mais une femme habile est bien une autre bête. Notre sort ne dépend que de sa seule tête. De ce qu'elle s'y met, rien ne la fait gauchir, et nos enseignements ne font là que blanchir. Son bel esprit lui sert à railler nos maximes, à se faire souvent de vertu de ses crimes et trouver, pour venir à ses coupables fins, des détours à duper l'adresse des plus fins. Pour se parer du coup, en vain on se fatigue, une femme d'esprit est un diable en intrigue. Et dès que son caprice a prononcé tout bas l'arrêt de votre honneur, il faut passer le pas. Beaucoup d'honnêtes gens en pourraient bien que dire, enfin, mon étourdi n'aura pas lieu d'en rire, par son trop de caquet, il a ce qu'il lui faut. Voilà de nos Français l'ordinaire défaut. Dans la possession d'une bonne fortune, le secret est toujours ce qui les importune, et la vanité sotte a pour eux tant d'appât qu'ils se pendraient plutôt que de ne causer pas. Oh, que les femmes sont du diable bien tentées lorsqu'elles vont choisir ces têtes éventées, et que... Mais le voici. Cachons-nous toujours bien, et découvrons un peu quel chagrin est le sien. Scène 4. Horace, Arnolphe. Je reviens de chez vous, et le destin me montre qu'il n'a pas résolu que je vous y rencontre. Mais j'irai tant de fois qu'enfin, quelques moments... Mon Dieu, n'entrons point dans ce vain compliment. Rien ne me fâche tant que ces cérémonies, et si l'on m'en croirait, elles seraient bannies. C'est un mauvais usage, et la plupart des gens y perdent sottement les 2 tiers de leur temps. Mettons donc sans façon. Eh bien, vos amourettes, et puis-je, Seigneur Horace, apprendre où vous en êtes? J'étais tantôt distrait par quelques visions, mais depuis là-dessus j'ai fait réflexion. De vos premiers progrès, j'admire la vitesse, et dans l'événement mon âme s'intéresse. Ma foi, depuis qu'à vous s'est découvert mon cœur, il est à mon amour arrivé du malheur. Oh, comment cela? La fortune cruelle a ramené des champs le patron de la belle. Quel malheur! Et de plus, à mon très grand regret, il a su de nous deux le commerce secret. Où diantre a-t-il si tôt après cette aventure? Je ne sais, mais enfin c'est une chose sûre. Je pensais aller rendre, à mon heure à peu près, ma petite visite à ces jeunes attraits, lorsque, changeant pour moi de ton et de visage, et servant et valet m'ont bouché le passage, et d'un retirez-vous, vous nous importunez, m'ont assez rudement fermé la porte au nez. La porte au nez? Au nez. La chose est un peu forte. J'ai voulu leur parler au travers de la porte, mais à tous mes propos, ce qu'ils ont répondu, c'est « Vous n'entrerez point, monsieur l'a défendu. » Ils n'ont donc point ouvert? Non, et de la fenêtre, Agnès m'a confirmé le retour de ce maître, en me chassant de là d'un ton plein de fierté, accompagné d'un gré que sa main a jeté. Comment, d'un gré? D'un gré de taille non petite, dont on a par ses mains régalé ma visite. Diantre, ce ne sont pas des prunes que cela, et je trouve fâcheux l'état où vous voilà.
Il est vrai, je suis mal par ce retour funeste. Certes, j'en suis fâché pour vous, je vous proteste. Cet homme me rompt tout. Oui, mais cela n'est rien, et de vous raccrocher, vous trouverez moyen. Il faut bien essayer par quelque intelligence de vaincre du jaloux l'exacte vigilance. Cela vous est facile, et la fille, après tout, vous aime. Assurément, Vous en viendrez à bout. je l'espère. Le gré vous a mis en déroute, mais cela ne doit pas vous étonner. Sans doute, et j'ai compris d'abord que mon homme était là, qui, sans se faire voir, conduisait tout cela. Mais ce qui m'a surpris et qui va vous surprendre, c'est un autre incident que vous allez entendre. Un trait hardi qu'a fait cette jeune beauté et qu'on n'attendait point de sa simplicité. Il le faut avouer, l'amour est un grand maître. Ce qu'on ne fut jamais, il nous enseigne à l'être, et souvent de nos mœurs l'absolu changement devient, par ses leçons, l'ouvrage d'un moment. De la nature en nous, il force les obstacles, et ses effets soudains ont l'air de miracles. D'un avare, à l'instant, il fait un libéral, un vaillant d'un poltron, un civil d'un brutal. Il rend agile à tout l'âme la plus pesante et donne de l'esprit à la plus innocente. Oui, ce dernier miracle éclate dans Agnès, car, tranchant avec moi par ces termes expresses, retirez-vous, mon âme aux visites renonce, je sais tous vos discours, et voilà ma réponse. Cette pierre ou ce grès dont vous vous étonniez, avec un mot de lettre, est tombée à mes pieds. Et j'admire de voir cette lettre ajustée avec le sens des mots et la pierre jetée. D'une telle action, n'êtes-vous pas surpris? L'amour sait-il pas l'art d'aiguiser les esprits? Et peut-on me nier que ces flammes puissantes ne fassent dans un cœur des choses étonnantes? Que dites-vous du tour et de ce mot d'écrit? N'admirez-vous point cette adresse d'esprit? Trouvez-vous pas plaisant de voir quel personnage a joué mon jaloux dans tout ce badinage? Dites. Oui, fort plaisant. Riez-en donc un peu. Cet homme, gendarmé d'abord contre mon feu, qui chez lui se retranche et de gré fait parade, comme si j'y voulois entrer par escalade, qui, pour me repousser dans son bizarre effroi, anime du dedans tous ces gens contre moi, et qu'abuse à ses yeux par sa machine même, celle qu'il veut tenir dans l'ignorance extrême. Pour moi, je vous l'avoue, encore que son retour en un grand embarras jette ici mon amour, je tiens cela plaisant autant qu'on saurait dire. Je ne puis y songer sans de bon cœur en rire, et vous n'en riez pas assez à mon avis. Pardonnez-moi, j'en ris tout autant que je puis. Mais il faut qu'en ami je vous montre la lettre. Tout ce que son cœur sent, sa main a su l'y mettre. Mais en termes touchants et tout pleins de bonté, de tendresse innocente et d'ingénuité, de la manière enfin que la pure nature exprime de l'amour la première blessure. Voilà, friponne, à quoi l'écriture te sert, et contre mon dessein, l'art t'en fut découvert. Je veux vous écrire, et je suis bien en peine par où je m'y prendrai. J'ai des pensées que je désirerais que vous sussiez, mais je ne sais comment faire pour vous les dire, et je me défie de mes paroles. Comme je commence à connaître qu'on m'a toujours tenu dans l'ignorance, j'ai peur de mettre quelque chose qui ne soit pas bien, et d'en dire plus que je ne devrais. En vérité, je ne sais ce que vous m'avez fait,
Mais je sens que je suis fâché à mourir de ce qu'on me fait faire contre vous, que j'aurai toutes les peines du monde à me passer de vous, et que je serai bien aise d'être à vous. Peut-être qu'il y a du mal à dire cela, mais enfin, je ne puis m'empêcher de le dire, et je voudrais que cela pût se faire sans qu'il y en eût. On me dit fort que tous les jeunes hommes sont des trompeurs, qu'il ne les faut point écouter, et que tout ce que vous me dites n'est que pour m'abuser. Mais je vous assure que je n'ai pu encore me figurer cela de vous. Et je suis si touché de vos paroles que je ne saurais croire qu'elles soient menteuses. Dites-moi franchement ce qui en est, car enfin je suis sans malice. Vous auriez le plus grand tort du monde si vous me trompiez, et je pense que j'en mourrais de déplaisir. Mon chienne. Qu'avez-vous? Moi rien, c'est que je tousse. Avez-vous jamais vu d'expression plus douce? Malgré les soins maudits d'un injuste pouvoir, un plus beau naturel peut-il se faire voir? Et n'est-ce pas sans doute un crime punissable de gâter méchamment ce fond d'âme admirable, d'avoir, dans l'ignorance et la stupidité, voulu de cet esprit étouffer la clarté? L'amour a commencé d'en déchirer le voile, et si, par la faveur de quelque bonne étoile, je puis, comme j'espère, à ce franc animal, ce traître, ce bourreau, ce faquin, ce brutal. Adieu. Comment si vite? Il m'est dans la pensée venue tout maintenant une affaire pressée. Mais ne sauriez-vous point comme on la tient de près, qui dans cette maison pourrait avoir accès? J'en use sans scrupule, et ce n'est pas merveille qu'on se puisse, entre amis, servir à l'appareil. Je n'ai plus là-dedans que gens pour m'observer, et servantes et valets, que je viens de trouver, n'ont jamais, de quelque air que je m'y sois pu prendre, adouci leur rudesse à me vouloir entendre. J'avais pour de tels coups certaine vieille en main, d'un génie, à vrai dire, au-dessus de l'humain. Elle m'a d'abord servi de bonne sorte, mais depuis 4 jours, la pauvre femme est morte. Ne me pourriez-vous point ouvrir quelques moyens? Non, vraiment, et sans moi, vous en trouverez bien. Adieu donc. Vous voyez ce que je vous confie. Scène 5. Arnolphe seul. Comme il faut devant lui que je me mortifie, quelle peine à cacher mon déplaisir cuisant. Quoi, pour une innocente, un esprit si présent, elle a feint d'être telle à mes yeux, la traîtresse, ou le diable à son âme a soufflé cette adresse. Enfin, me voilà mort par ce funeste écrit. Je vois qu'il a, le traître, empaumé son esprit, qu'à ma suppression il s'est ancré chez elle, et c'est mon désespoir et ma peine mortelle. Je souffre doublement dans le vol de son cœur, et l'amour y pâtit aussi bien que l'honneur. J'enrage de trouver cette place usurpée, et j'enrage de voir ma prudence trompée. Je sais que, pour punir son amour libertin, je n'ai qu'à laisser faire à son mauvais destin, que je serai vengé d'elle par elle-même, mais il est bien fâcheux de perdre ce qu'on aime. Ciel, puisque pour un choix j'ai tant philosophé, faut-il de ces appâts m'être si fort coiffé? Elle n'a ni parents, ni support, ni richesse, elle trahit mes soins, mes bontés, ma tendresse, et cependant je l'aime après ce lâche tour, jusqu'à ne me pouvoir passer de cet amour. Ah, sot, n'as-tu point de honte? Ah, je crève, j'enrage, et je souffletterai 1000 fois mon visage. Je veux entrer un peu, mais seulement pour voir quelle est sa contenance après un trait si noir. Ciel, faites que mon front soit exempt de disgrâce. Ou bien, s'il est écrit qu'il faille que j'y passe, donnez-moi tout au moins, pour de tels accidents, la constance qu'on voit à de certaines gens.
Acte 4. Scène 1. Arnolphe seul. J'ai peine, je l'avoue, à demeurer en place, et de mille soucis mon esprit s'embarrasse. Pour pouvoir mettre un ordre et dedans et dehors, qui du Godelureau rompe tous les efforts, de quel œil la traîtresse a soutenu ma vue, de tout ce qu'elle a fait, elle n'est point émue. Et bien qu'elle me mette à 2 doigts du trépas, on dirait à la voir qu'elle n'y touche pas. Plus en le regardant je la voyais tranquille, plus je sentais en moi s'échauffer une bile, et ces bouillants transports dont s'enflammait mon cœur y semblaient redoubler mon amoureuse ardeur. J'étais aigri, fâché, désespéré contre elle, et cependant jamais je ne la vis si belle. Jamais ses yeux aux miens n'ont paru si perçants, jamais je n'eus pour eux des désirs si pressants, et je sens là-dedans qu'il faudra que je crève si de mon triste sort la disgrâce s'achève. Quoi, j'aurais dirigé son éducation avec tant de tendresse et de précaution, je l'aurais fait passer chez moi dès son enfance, et j'en aurais chéri la plus tendre espérance. Mon cœur aura bâti sur ses attraits naissants, et cru la mitonner pour moi durant 13 ans, afin qu'un jeune fou dont elle le s'amourache me la vienne enlever jusque sous la moustache. Lorsqu'elle est avec moi mariée à demi, non, parbleu, petit sot, mon ami, vous aurez beau tourner, ou j'y perdrai mes peines, ou je rendrai ma foi vos espérances vaines. Et de moi tout à fait, vous ne vous rirez point. Scène 2. Un notaire, Arnolphe. Ah, le voilà. Bonjour. Me voici tout à point pour dresser le contrat que vous souhaitez faire. Arnolphe sans le voir. Comment faire? Il le faut dans la forme ordinaire. Arnolphe sans le voir. À mes précautions, je veux songer de près. Je ne passerai rien contre vos intérêts. Arnolphe sans le voir. Il se faut garantir de toutes les surprises. Suffit qu'entre mes mains vos affaires soient mises. Il ne vous faudra point de peur d'être déçu, quittancer le contrat que vous n'ayez reçu. Arnolphe sans le voir. J'ai peur, si je vais faire éclater quelque chose, que de cet incident par la vilaine cause. Eh bien, il est aisé d'empêcher cet éclat, et l'on peut, en secret, faire votre contrat. Arnolphe sans le voir. Mais comment faudra-t-il qu'avec elle j'en sorte? Le douaire se règle au bien qu'on vous apporte. Arnolphe sans le voir. Je l'aime, et cet amour est mon grand embarras. On peut avantager une femme en ce cas. Arnolphe sans le voir. Quel traitement lui faire en pareille aventure? L'ordre est que le futur doit douer la future du tiers du dot qu'elle a. Mais cet ordre n'est rien, et l'on va plus avant lorsque l'on le veut bien. Arnolphe sans le voir. Si... Pour le préciput, ils les regardent ensemble. Je dis que le futur peut, comme bon lui semble, douer la future. Arnolphe l'apercevant. Il peut l'avantager lorsqu'il l'aime beaucoup et qu'il veut l'obliger. Et cela par douaire, ou préfixe qu'on appelle, qui demeure perdu par le trépas d'Icelle, ou sans retour qui va de la dite à ses oirs, ou coutumier selon les différents vouloirs, ou par donation dans le contrat formel, qu'on fait ou pur et simple, ou qu'on fait mutuel. Pourquoi hausser le dos? Est-ce qu'on parle en fa, et que l'on ne sait pas les formes d'un contrat? Qui me les apprendra? Personne, je présume. Sèche-poc étant joint, on est, par la coutume, communs en meubles, biens immeubles et conquêts, à moins que par un acte on y renonce exprès. Sais-je pas que le tiers du bien de la future entre en communauté pour... Oui, c'est chose sûre, vous savez tout cela, mais qui vous en dit mot? Vous, qui me prétendez faire passer pour sot, en me haussant l'épaule et faisant la grimace. La peste soit fait l'homme et sa chienne de face. Adieu, c'est le moyen de vous faire finir. Pour dresser un contrat, m'a-t-on pas fait venir? Oui, je vous ai mandé, mais la chose est remise, et l'on vous mandera quand l'heure sera prise. Voyez quel diable d'homme avec son entretien. Je pense qu'il en tient,
et je crois penser bien. Scène 3. Le notaire, Alain, Georgette, Arnolphe. M'êtes-vous pas venu quérir pour votre maître? Oui. J'ignore pour qui vous le pouvez connaître, mais allez de ma part lui dire de ce pas que c'est un fou fieffé. Nous n'y manquerons pas. Scène 4. Alain, Georgette, Arnolphe. Monsieur, Approchez-vous, vous êtes mes fidèles, mes bons, mes vrais amis, et j'en sais des nouvelles. le notaire... Laissons, c'est pour quelque autre jour. On veut, à mon honneur, jouer d'un mauvais tour, et quel affront pour vous, mes enfants, pourrait s'être, si l'on avait ôté l'honneur à votre maître. Vous n'oseriez après paraître en nul endroit, et chacun, vous voyant, vous montrerait au doigt. Donc, puisqu'autant que moi l'affaire vous regarde, il faut de votre part faire une telle garde que ce galant ne puisse en aucune façon... Vous nous avez tantôt montré notre leçon. Mais à ces beaux discours, gardez bien de vous rendre. Oh, vraiment? Nous savons comme il faut s'en défendre. Mais s'il venait doucement, Alain, mon pauvre cœur, par un peu de secours soulage ma langueur. Vous êtes un sot. Bon, À Georgette. Georgette, ma mignonne, tu me parais si douce et si bonne personne. Vous êtes un nigaud. Bon, À Alain. quel mal trouves-tu dans un dessein honnête et tout plein de vertu? Vous êtes un fripon. Fort bien. À Georgette. Ma mort est sûre si tu ne prends pitié des peines que j'endure. Vous êtes un benet, un impudent. Fort bien. Je ne suis pas un homme à vouloir rien pour rien. Je sais quand on me sert en garder la mémoire. Cependant, par avance, Alain, voilà pour boire, et voilà pour t'avoir, Georgette, un cotillon. Ils tendent tout de la main et prennent l'argent. Ce n'est de mes bienfaits qu'un simple échantillon. Toute la courtoisie, enfin, dont je vous presse, c'est que je puisse voir votre belle maîtresse. Georgette le poussant. À d'autres. Bon cela. Alain le poussant. Hors d'ici! Bon. Georgette le poussant. Mais tôt! Bon, oh là, c'est assez. Fais-je pas comme il faut? Est-ce de la façon que vous voulez l'entendre? Oui, fort bien. Or l'argent qu'il ne fallait pas prendre. Nous ne nous sommes pas souvenus de ce point. Voulez-vous qu'à l'instant nous recommencions? Point, suffit. Rentrez tous deux. Vous n'avez rien qu'à dire. Non, vous dis-je, rentrez puisque je le désire. Je vous laisse l'argent. Allez, je vous rejoins. Ayez bien l'œil à tout et secondez mes soins. Scène 5. Arnolphe seul. Je veux, pour espion qui soit d'exacte vue, prendre le savetier du coin de notre rue. Dans la maison, toujours, je prétends la tenir, y faire bonne garde, et surtout en bannir vendeuse de rubans, perruquières, coiffeuses, faiseuses de mouchoirs, gantières, revendeuses, tous ces gens qui sous main travaillent chaque jour à faire réussir les mystères d'amour. Enfin, j'ai vu le monde et j'en sais les finesses. Il faudra que mon homme ait de grandes adresses, et si message ou poulet de sa part peut rentrer. Scène 6. Horace, Arnolphe. La place m'est heureuse à vous y rencontrer. Je viens de l'échapper belle, je vous jure. Au sortir d'avec vous, sans prévoir l'aventure, seul dans son balcon j'ai vu paraître Agnès, qui des arbres prochains prenait un peu le frais. Après m'avoir fait signe, elle a su faire en sorte, descendant au jardin, de m'en ouvrir la porte. Mais à peine tous deux dans sa chambre étions-nous, qu'elle a sur les degrés entendu son jaloux. Et tout ce qu'elle a pu dans un tel accessoire, c'est de m'enfermer dans une grande armoire. Il est entré d'abord. Je ne le voyais pas, mais je le voyais marcher, sans rien dire, à grands pas, poussant de temps en temps des soupirs pitoyables et donnant quelquefois de grands coups sur les tables.
frappant un petit chien qui pour lui s'émouvait, et jetant brusquement les hardes qu'il trouvait. Il a même cassé d'une main mutinée des vases dont la belle ornait sa cheminée. Et sans doute il faut bien qu'à ce bec cornu du trait qu'elle a joué quelques jours soit venu. Enfin, après 100 tours, ayant de la manière sur ce qui n'en peut mais décharger sa colère, mon jaloux, inquiet, sans dire son ennui, est sorti de la chambre, et moi de mon étui. Nous n'avons point voulu, de peur du personnage, risquer à nous tenir ensemble davantage, c'était trop hasardé, mais je dois cette nuit, dans sa chambre, un peu tard, m'introduire sans bruit. En toussant par 3 fois, je me ferai connaître, et je dois au signal voir ouvrir la fenêtre, dont avec une échelle, et secondé d'Agnès, mon amour tâchera de me gagner l'accès. Comme à mon seul ami, je veux bien vous l'apprendre, l'allégresse du cœur s'augmente à la répandre, et goûta-t-on 100 fois un bonheur trop parfait, on n'en est pas content si quelqu'un ne le sait. Vous prendrez part, je pense, à l'heure de mes affaires. Adieu, je vais songer aux choses nécessaires. Scène 7. Arnolphe seul. Quoi, l'astre qui s'obstine à me désespérer ne me donnera pas le temps de respirer. Coup sur coup, je verrai, par leur intelligence, de mes soins vigilants confondre la prudence, et je serai la dupe, en ma maturité, d'une jeune innocente et d'un jeune éventé. En sage philosophe, on m'a vu 20 années contempler des maris les tristes destinées et m'instruire avec soin de tous les accidents qui font dans le malheur tomber les plus prudents. Des disgrâces d'autrui profitant dans mon âme, j'ai cherché les moyens, voulant prendre une femme, de pouvoir garantir mon front de tous affronts et le tirer de pair d'avec les autres fronts. Par ce noble dessein, j'ai cru mettre en pratique tout ce que peut trouver l'humaine politique, et comme si du sort il était arrêté que nul homme ici-bas n'en serait exempté, après l'expérience et toutes les lumières que j'ai pu m'acquérir sur de telles matières, après 20 ans et plus de méditation pour me conduire en tout avec précaution, de tant d'autres maris j'aurais quitté la trace pour me trouver après dans la même disgrâce. Ah, bourreau de destin, vous en aurez menti. De l'objet qu'on poursuit, je suis encore nanti. Si son cœur m'est volé par ce blondin funeste, j'empêcherai du moins qu'on s'empare du reste. Et cette nuit, qu'on prend pour le galant exploit, ne se passera pas si doucement qu'on croit. Semer quelque plaisir parmi tant de tristesse, que l'on me donne avis du piège qu'on me dresse, et que cet étourdi qui veut m'être fatal fasse son confident de son propre rival. Scène 8. Chrysale, Arnolphe. Eh bien, souperons-nous avant la promenade? Non, je jeûne ce soir. D'où vient cette boutade? De grâce, excusez-moi, j'ai quelque autre embarras. Votre hymen résolu ne se fera-t-il pas? C'est trop s'inquiéter des affaires des autres. Oh oh, si brusquement! Quels chagrins sont les vôtres? Serait-il point compère à votre passion arriver quelque peu de tribulation? Je le jurerais presque à voir votre visage. Quoi qu'il m'arrive, au moins aurais-je l'avantage de ne pas ressembler à de certaines gens qui souffrent doucement l'approche des galants. C'est un étrange fait qu'avec tant de lumière vous vous effarouchiez toujours sur ces matières. Quand cela vous mettiez le souverain bonheur et ne conceviez point au monde d'autre honneur. Être avare, brutal, fourbe, méchant et lâche n'est rien à votre avis auprès de cette tâche. Et de quelque façon qu'on puisse avoir vécu, on est homme d'honneur quand on n'est point cocu. À le bien prendre au fond, pourquoi voulez-vous croire que de ce cas fortuit dépende notre gloire,
et qu'une âme bien née ait à se reprocher l'injustice d'un mal qu'on ne peut empêcher. Pourquoi voulez-vous, dis-je, en prenant une femme, qu'on soit digne à son choix de louange ou de blâme, et qu'on aille former un monstre plein d'effroi de l'affront que nous fait son manquement de foi? Mettez-vous dans l'esprit qu'on peut du coquuage se faire en galant homme une plus douce image, que des coups du hasard, aucun n'étant garant, cet accident de soi doit être indifférent, et qu'enfin tout le mal, quoique le monde glose, n'est que dans la façon de recevoir la chose. Car pour se bien conduire en ces difficultés, il y faut, comme en tout, fuir les extrémités. N'imitez pas ces gens un peu trop débonnaires, qui tirent vanité de ces sortes d'affaires. De leurs femmes toujours vont, citant les galants, en font partout l'éloge et prônent leur talent, témoignent avec eux d'étroites sympathies, sont de tous leurs cadeaux et de toutes leurs parties, et font qu'avec raison ces gens sont étonnés de voir leur hardiesse à montrer là leur nez. Ce procédé, sans doute, est tout à fait blâmable, mais l'autre extrémité n'en est pas moins condamnable. Si je n'approuve pas ces amis des galants, je ne suis pas aussi pour ces gens turbulents, dont l'imprudent chagrin qui tempête et qui gronde attire au bruit qu'il fait les yeux de tout le monde, et qui, par cet éclat, semble ne pas vouloir qu'aucun puisse ignorer ce qu'ils peuvent avoir. Entre ces deux partis, il en est un honnête, où dans l'occasion l'homme prudent s'arrête. Et quand on le sait prendre, on n'a point à rougir du pis dont une femme avec nous puisse agir. Quoi qu'on en puisse dire enfin, le coquuage, sous des traits moins affreux, aisément s'envisage. Et, comme je vous dis, toute l'habileté ne va qu'à le savoir tourner du bon côté. Après ce beau discours, toute la confrérie doit un remerciement à votre seigneurie, et quiconque voudra vous entendre parler montrera de la joie à s'y voir enrôler. Je ne dis pas cela, car c'est ce que je blâme. Mais comme c'est le sort qui nous donne une femme, je dis que l'on doit faire ainsi qu'au jeu de dés, où, s'il ne nous vient pas ce que vous demandez, il faut jouer d'adresse, et d'une âme réduite corriger le hasard par la bonne conduite. C'est-à-dire dormir et manger toujours bien, et se persuader que tout cela n'est rien. Vous pensez vous moquer, mais à ne vous rien feindre dans le monde, je vois 100 choses plus à craindre, et dont je me ferais un bien plus grand malheur que de cet accident qui vous fait tant de peur. Pensez-vous qu'à choisir de 2 choses prescrites, je n'aimasse pas mieux être ce que vous dites, que de me voir mari de ces femmes de bien, dont la mauvaise humeur fait un procès sur rien. Ces dragons de vertu, ces honnêtes diablesses, se retranchent toujours sur leurs sages prouesses, qui pour un petit tort qu'elles ne nous font pas, prennent droit de traiter les gens de haut en bas, et veulent sur le pied de nous être fidèles que nous soyons tenus à tout endurer d'elles. Encore un coup, compère. Apprenez qu'en effet le coquuage n'est que ce que l'on le fait, qu'on peut souhaiter pour certaines causes, et qu'il a ses plaisirs comme les autres choses. Si vous êtes d'humeur à vous en contenter, quant à moi, ce n'est pas la mienne d'en tâter, et plutôt que subir une telle aventure... Mon Dieu, ne jurez point de peur d'être parjure. Si le sort l'a réglé, vos soins sont superflus, et l'on ne prendra pas votre avis là-dessus. Moi, je serai cocu? Vous voilà bien malade. 1000 gens le sont bien, sans vous faire bravade, qui de 1000 cœurs, de biens et de maisons ne feraient avec vous nulle comparaison. Et moi, je n'en voudrais avec eux faire aucune. Mais cette raillerie en un mot m'importune. Brisons-la, s'il vous plaît. Vous êtes en courroux, nous en saurons la cause. Adieu. Souvenez-vous, quoique sur ce sujet votre honneur vous inspire, que c'est être à demi ce que l'on vient de dire, que de vouloir jurer qu'on ne le sera pas. Moi, je le jure encore et je vais de ce pas contre cet accident trouver un bon remède. Scène 9. Arnolphe, Alain, Georgette. Mes amis, c'est ici que j'implore votre aide. Je suis édifié de votre affection, mais il faut qu'elle éclate en cette occasion. Et si vous m'y servez selon ma confiance, vous êtes assuré de votre récompense. L'homme que vous savez, n'en faites point de bruit, veut, comme je l'ai su, m'attraper cette nuit dans la chambre d'Agnès, entrer par escalade. Mais il lui faut, nous trois, dresser une embuscade.
Je veux que vous preniez chacun un bon bâton, et quand il sera près du dernier échelon, car dans le temps qu'il faut, j'ouvrirai la fenêtre, que tous deux, à l'envi, vous me chargiez ce traître, mais d'un air dont son dos garde le souvenir, et qui lui puisse apprendre à n'y plus revenir. Sans me nommer pourtant en aucune manière, ni faire aucun semblant que je serais derrière. Auriez-vous bien l'esprit de servir mon courroux? S'il ne tient qu'à frapper, monsieur, tout est à nous. Vous verrez quand je bats si j'y vais de main morte. La mienne, quoiqu'aux yeux elle n'en soit pas si forte, n'en quitte pas sa part à le bien étrier. Rentrez donc, et surtout gardez de babiller. Voilà pour le prochain une leçon utile, et si tous les maris qui sont en cette ville de leurs femmes ainsi recevraient le galant, le nombre des cocus ne serait pas si grand. Acte 5, scène 1. Arnolphe, Alain, Georgette. Traître, qu'avez-vous fait par cette violence? Nous vous avons rendu, monsieur, obéissance. De cette excuse en vain vous voulez vous armer. L'ordre était de le battre et non de l'assommer, et c'était sur le dos et non pas sur la tête que j'avais commandé qu'on fit choir la tempête. Ciel, dans quel accident me jette ici le sort, et que puis-je résoudre à voir cet homme mort? Rentrez dans la maison et gardez de rien dire de cet ordre innocent que j'ai pu vous prescrire. Le jour s'en va paraître, et je vais consulter comment dans ce malheur je me dois comporter. Hélas, que deviendrai-je et que dira le père lorsqu'inopinément il saura cette affaire? Scène 2. Horace, Arnolphe. Horace à part. Il faut que j'aille un peu reconnaître qui c'est. Arnolphe se croyant seul. Eût-on jamais prévu? Heurté par Horace qu'il ne reconnaît pas. Qui va là, s'il vous plaît? C'est vous, seigneur Arnolphe? Oui, mais vous? C'est Horace. Je m'en allais chez vous vous prier d'une grâce. Vous sortez bien matin. Quelle confusion! Est-ce un enchantement? Est-ce une illusion? J'étais à vrai dire dans une grande peine, et je bénis du ciel la bonté souveraine qui fait qu'à point nommé je vous rencontre ainsi. Je viens vous avertir que tout a réussi, et même beaucoup plus que je n'eusse osé dire, et par un incident qui devait tout détruire. Je ne sais point par où l'on a pu soupçonner cette assignation qu'on m'avait su donner, mais étant sur le point d'atteindre à la fenêtre, j'ai, contre mon espoir, vu quelques gens paraître, qui sur moi, brusquement, levant chacun le bras, m'ont fait manquer le pied et tomber jusqu'en bas. Et ma chute, aux dépens de quelques meurtrissures, de 20 coups de bâton m'a sauvé l'aventure. Ces gens-là, dont était, je pense, mon jaloux, ont imputé ma chute à l'effort de leurs coups, et comme la douleur, un assez long espace, m'a fait sans remuer demeurer sur la place, ils ont cru tout de bon qu'ils m'avaient assommé, et chacun d'eux s'en est aussitôt alarmé. J'entendais tout leur bruit dans le profond silence. L'un l'autre, ils s'accusaient de cette violence, et sans lumière aucune, en querellant le sort, sont venus doucement tâter si j'étais mort. Je vous laisse à penser si, dans la nuit obscure, j'ai d'un vrai trépassé su tenir la figure. Ils se sont retirés avec beaucoup d'effroi, et comme je songeais à me retirer, moi, de cette feinte mort, la jeune Agnès, émue, avec empressement, est de vers moi venue. Car les discours qu'entre eux ces gens avaient tenus, jusques à son oreille, étaient d'abord venus, et pendant tout ce trouble, étant moins observée, du logis aisément elle s'était sauvée.
Mais me trouvant sans mal, elle a fait éclater un transport difficile à bien représenter. Que vous dirais-je? Enfin, cette aimable personne a suivi les conseils que son amour lui donne, n'a plus voulu songer à retourner chez soi, et de tout son destin s'est commise à ma foi. Considérez un peu par ce trait d'innocence où l'expose d'un fou la haute impertinence, et quel fâcheux péril elle pourrait courir si j'étais maintenant homme à la moins chérir. Mais d'un trop pur amour mon âme est embrasée, j'aimerais mieux mourir que l'avoir abusée. Je lui vois des appas dignes d'un autre sort, et rien ne m'en saurait séparer que la mort. Je prévois là-dessus l'emportement d'un père, mais nous prendrons le temps d'apaiser sa colère. À des charmes si doux, je me laisse emporter, et dans la vie, enfin, il faut se contenter. Ce que je veux de vous, sous un secret fidèle, c'est que je puisse mettre entre vos mains cette belle, que dans votre maison, en faveur de mes feux, vous lui donniez retraite au moins un jour ou deux. Outre qu'aux yeux du monde il faut cacher sa fuite, et qu'on n'en pourra faire une exacte poursuite, vous savez qu'une fille aussi de sa façon donne avec un jeune homme un étrange soupçon. Et comme c'est à vous, sûr de votre prudence, que j'ai fait de mes feux entière confidence, c'est à vous seul aussi, comme ami généreux, que je puis confier ce dépôt amoureux. Je suis, n'en doutez point, tout à votre service. Vous voulez bien me rendre un si charmant office? Très volontiers, vous dis-je, je me sens ravir de cette occasion que j'ai de vous servir. Je rends grâces au ciel de ce qu'il me l'envoie, et n'ai jamais rien fait avec si grande joie. Que je suis redevable à toutes vos bontés. J'avais de votre part craint des difficultés, mais vous êtes du monde, et dans votre sagesse, vous savez excuser le feu de la jeunesse. Un de mes gens la garde au coin de ce détour. Mais comment ferons-nous, car il fait un peu jour, et si je la prends ici, l'on me verra peut-être, et s'il faut que chez moi vous veniez apparaître, des valets causeront. Pour jouer au plus sûr, il faut me l'amener dans un lieu plus obscur. Mon allée est commode, et je l'y vais attendre. Ce sont précautions qu'il est fort bon de prendre. Pour moi, je ne ferai que vous la mettre en main, et chez moi, sans éclat, je retourne soudain. Arnolphe seul. Ah, fortune, ce trait d'aventure propice répare tous les maux que m'a fait ton caprice. Il s'enveloppe le nez de son manteau. Scène 3. Agnès, Arnolphe, Horace. Ne soyez point en peine où je vais vous mener, c'est un logement sûr que je vous fais donner. Vous loger avec moi, ce serait tout détruire. Entrez dans cette porte et laissez-vous conduire. Arnolphe lui prend la main sans qu'elle le reconnaisse. Pourquoi me quittez-vous? Chère Agnès, il le faut. Songez donc, je vous prie, à revenir bientôt. J'en suis assez pressé par ma flamme amoureuse. Quand je ne vous vois point, je ne suis point joyeuse. Hors de votre présence, on me voit triste aussi. Hélas, s'il était vrai, vous resteriez ici. Quoi, vous pourriez douter de mon amour extrême? Non, vous ne m'aimez pas autant que je vous aime. Arnolphe l'attire. Ah! L'on me tire trop! C'est qu'il est dangereux, chère Agnès, qu'en ce lieu nous soyons vus tous deux. Et le parfait ami de qui la main vous presse suit le zèle prudent qui pour nous l'intéresse. Mais suivre un inconnu que... N'appréhendez rien, entre de telles mains vous ne serez que bien. Je me trouverais mieux entre celles d'Horace. Et j'aurai... Agnès à celui qui la tient. Attendez! Adieu, le jour me chasse. Quand vous verrai-je donc? Bientôt, assurément. Que je vais m'ennuyer jusque à ce moment.
Grâce au ciel, mon bonheur n'est plus en concurrence, et je puis maintenant dormir en assurance. Scène 4. Arnolphe, Agnès. Arnolphe, le nez dans son manteau. Venez, ce n'est pas là que je vous logerai, et votre gîte ailleurs est par moi préparé. Je prétends, en lieu sûr, mettre votre personne. Me connaissez-vous? Agnès, le reconnaissant. Mon visage friponne, dans cette occasion, rend vos sens effrayés, et c'est à contre-cœur qu'ici, vous me voyez, je trouble en ces projets l'amour qui vous possède. Agnès regarde si elle ne verra point Horace. N'appelez point des yeux le galant à votre aide, il est trop éloigné pour vous donner secours. Si jeune encore, vous jouez de ces tours. Votre simplicité qui semble sans pareille demande si l'on fait les enfants par l'oreille, et vous savez donner des rendez-vous la nuit, et pour suivre un galant vous évadez sans bruit. Tudieu, comme avec lui votre langue cajole, il faut qu'on vous ait mis à quelque bonne école. Qui diantre tout à coup vous en a tant appris? Vous ne craignez donc plus de trouver des esprits, et ce galant la nuit vous a donc enhardi? Coquine, en venir à cette perfidie, malgré tous mes bienfaits, former un tel dessein, petit serpent que j'ai réchauffé dans mon sein, et qui, dès qu'il se sent par une humeur ingrate, cherche à faire du mal à celui qui le flatte. Pourquoi me criez-vous? J'ai grand tort en effet. Je n'entends point de mal dans tout ce que j'ai fait. Suivre un galant n'est pas une action infâme. C'est un homme qui dit qu'il me veut pour sa femme. J'ai suivi vos leçons et vous m'avez prêché qu'il se faut marier pour ôter le péché. Oui, mais pour femme, moi, je prétendais vous prendre, et je vous l'avais fait, me semble, assez entendre. Oui, mais à vous parler franchement, entre nous, il est plus pour cela selon mon goût que vous. Chez vous, le mariage est fâcheux et pénible, et vos discours en font une image terrible. Mais hélas, il le fait, lui, si rempli de plaisir que de se marier. Il donne des désirs. Ah, c'est que vous l'aimez, traîtresse. Oui, je l'aime. Et vous avez le front de le dire à moi-même. Et pourquoi, s'il est vrai, ne le dirais-je pas? Le deviez-vous aimer, impertinente? Hélas, est-ce que j'en puis, mais lui seul en est la cause, et je n'y songeais pas lorsque se fit la chose. Mais il fallait chasser cet amoureux désir. Le moyen de chasser ce qui fait du plaisir? Et ne saviez-vous pas que c'était me déplaire? Moi? Point du tout. Quel mal cela vous peut-il faire? Il est vrai, j'ai sujet d'en être réjoui. Vous ne m'aimez donc pas à ce compte? Vous? Oui. Hélas, non. Comment non? Voulez-vous que je mente? Pourquoi ne m'aimez pas, madame l'impudente? Mon Dieu, ce n'est pas moi que vous devez blâmer. Que ne vous êtes-vous, comme lui, fait aimer? Je ne vous en ai pas empêché, que je pense. Je m'y suis efforcé de toute ma puissance, mais les soins que j'ai pris, je les ai perdus tous. Vraiment? Il en sait donc là-dessus plus que vous. Car à se faire aimer, il n'a point eu de peine. Voyez comme raisonne et répond la vilaine. Peste, une précieuse en dirait-elle plus? Ah, je l'ai mal connue, ou ma foi, là-dessus, une sotte en sait plus que le plus habile homme. Puisqu'en raisonnement votre esprit se consomme, la belle raisonneuse est ce qu'ainsi longtemps je vous aurai pour lui nourri à mes dépens? Non, il vous rendra tout, jusqu'aux derniers doubles. Elle a de certains mots où mon dépit redouble. Me rendra-t-il, coquine, avec tout son pouvoir, les obligations que vous pouvez m'avoir? Je ne vous en ai pas d'aussi grande qu'on pense. Est-ce rien que les soins d'élever votre enfance? Vous avez là-dedans bien opéré, vraiment. Il m'avait fait en tout instruire joliment. Croit-on que je me flatte, et qu'enfin, dans ma tête,
Je ne juge pas bien que je suis une bête. Moi-même j'en ai honte, et dans l'âge où je suis, je ne veux plus passer pour sotte, si je puis. Vous fuyez l'ignorance et voulez, quoi qu'il coûte, apprendre du Blondin quelque chose? Sans doute, c'est de lui que je sais ce que je puis savoir, et beaucoup plus qu'à vous, je pense lui devoir. Je ne sais qui me tient qu'avec une gourmade, ma main de ce discours ne venge la bravade. J'enrage quand je vois sa piquante froideur, et quelques coups de poing satisferaient mon cœur. Hélas, vous le pouvez, si cela peut vous plaire. Ce mot et ce regard désarment ma colère, et produit un retour de tendresse et de cœur, qui de son action m'efface la noirceur. Chose étrange d'aimer, et que pour cette traîtresse les hommes soient sujets à de telles faiblesses. Tout le monde connaît leur imperfection, ce n'est qu'extravagance et qu'indiscrétion. Leur esprit est méchant et leur âme fragile. Il n'y a rien de plus faible et de plus imbécile, rien de plus infidèle. Et malgré tout cela, dans le monde on fait tout pour ces animaux-là. Eh bien, faisons la paix, va, petite traîtresse, je te pardonne tout et te rends ma tendresse. Considère par là l'amour que j'ai pour toi, et, me voyant si bon, en revanche, aime-moi. Du meilleur de mon cœur, je voudrais vous complaire. Que me coûterait-il si je le pouvais faire? Mon pauvre petit bec, tu le peux si tu veux. Écoute seulement ce soupir amoureux, vois ce regard mourant, contemple ma personne, et quitte ce morveux et l'amour qu'il te donne. C'est quelque sort qu'il faut qu'il ait jeté sur toi, et tu seras 100 fois plus heureuse avec moi. Ta forte passion est d'être brave et leste. Tu le seras toujours, va, je te le proteste. Sans cesse nuit et jour, je te caresserai, je te bouchonnerai, baiserai, mangerai. Tout comme tu voudras, tu pourras te conduire. Je ne m'explique point, et cela, c'est tout dire. Jusqu'où la passion peut-elle faire aller? Enfin, à mon discours, rien ne peut s'égaler. Quelle preuve veux-tu que je t'en donne, ingrate? Me veux-tu voir pleurer? Veux-tu que je me batte? Veux-tu que je m'arrache un côté de cheveux? Veux-tu que je me tue? Oui, dis si tu le veux, je suis tout prêt, cruel, à te prouver ma flamme. Tenez, tous vos discours ne me touchent point l'âme. Horace, avec 2 mots, en ferait plus que vous. Ah, c'est trop me braver, trop pousser mon courroux. Je suivrai mon dessein, bête trop indocile, et vous dénicherez à l'instant de la ville. Vous rebutez mes vœux et me mettez à bout. Mais un cul de couvent me vengera de tout. Scène 5. Alain Arnolphe. Je ne sais ce que c'est, monsieur, mais il me semble qu'Agnès et le corps mort s'en sont allés ensemble. La voici dans ma chambre, allez me la nicher. Ce ne sera pas là qu'il la viendra chercher, et puis c'est seulement pour une demi-heure. Je vais, pour lui donner une sûre demeure, trouver une voiture. Enfermez-vous des mieux, et surtout gardez-vous de la quitter des yeux. Peut-être que son âme étant dépaysée pourra de cet amour être désabusée. Scène 6. Horace Arnolphe. Ah, je viens vous trouver accablé de douleur. Le ciel, seigneur Arnolphe, a conclu mon malheur, et par un trait fatal d'une injustice extrême, on me veut arracher de la beauté que j'aime. Pour arriver ici, mon père a pris le frais. J'ai trouvé qu'il mettait pied à terre ici près, et la cause, en un mot, d'une telle venue, qui, comme je disais, ne m'était pas connue, c'est qu'il m'a marié sans m'en écrire rien, et qu'il vient en ces lieux célébrer ce lien. Jugez, en prenant part à mon inquiétude, s'il pouvait m'arriver un contretemps plus rude. Cet Enriquet, dont hier je m'informais à vous, cause tout le malheur dont je ressens les coups. Il vient avec mon père achever ma ruine, et c'est sa fille unique à qui l'on me destine. J'ai, dès leurs premiers mots, pensé m'évanouir, et d'abord, sans vouloir plus longtemps les ouïr,
Mon père ayant parlé de vous rendre visite, l'esprit plein de frayeur, je l'ai devancé vite. De grâce, gardez-vous de lui rien découvrir de mon engagement qui le pourrait aigrir, et tâchez, comme en vous il prend grande créance, de le dissuader de cette autre alliance. Oui, da. Conseillez-lui de différer un peu, et rendez en ami ce service à mon feu. Je n'y manquerai pas. C'est en vous que j'espère, Fort bien. et je vous tiens mon véritable père. Dites-lui que mon âge... Ah, je le vois venir. Écoutez les raisons que je vous puis fournir. Il demeure en un coin du théâtre. Scène 7. Henrique, Oronte, Chrysalde, Horace, Arnolphe. Henrique à Chrysalde. Aussitôt qu'à mes yeux je vous ai vu paraître, quand on ne m'eût rien dit, j'aurais su vous connaître. Je vous vois tous les traits de cette aimable sœur, dont l'hymen autrefois m'avait fait possesseur, et je serais heureux, si la parque cruelle m'eût laissé ramener cette épouse fidèle, pour jouir avec moi des sensibles douceurs, de revoir tous les siens après nos longs malheurs. Mais puisque du destin la fatale puissance nous prive pour jamais de sa chère présence, tâchons de nous résoudre et de nous contenter du seul fruit amoureux qui m'en ait pu rester. Il vous touche de près, et sans votre suffrage, j'aurais tort de vouloir disposer de ce gage. Le choix du fils d'Oronte est glorieux de soi, mais il faut que ce choix vous plaise comme à moi. C'est de mon jugement avoir mauvaise estime que douter si j'approuve un choix si légitime. Arnolphe à Horace. Oui, je vais vous servir de la bonne façon. Gardez encore un coup. N'ayez aucun soupçon. Oronte à Arnolphe. Que cette embrassade est pleine de tendresse. Que je sens à vous voir une grande allégresse. Je suis ici venu... Sans m'en faire récit, je sais ce qui vous mène. On vous l'a déjà dit. Oui, Tant mieux. votre fils à cet hymen résiste, et son cœur prévenu n'y voit rien que de triste. Il m'a même prié de vous en détourner, et moi, tout le conseil que je vous puis donner, c'est de ne pas souffrir que ce nœud se diffère et de faire valoir l'autorité de père. Il faut, avec rigueur, ranger les jeunes gens, et nous faisons contre eux à leur être indulgents. Ah, traître! Si son cœur a quelque répugnance, je tiens qu'on ne doit pas lui faire violence. Mon frère, que je crois, sera de mon avis. Quoi, se laissera-t-il gouverner par son fils? Est-ce que vous voulez qu'un père ait la mollesse de ne savoir pas faire obéir la jeunesse? Il serait beau vraiment qu'on le vît aujourd'hui prendre loi de qui doit la recevoir de lui. Non, non, c'est mon intime et sa gloire est la mienne. Sa parole est donnée, il faut qu'il la maintienne. Qu'il fasse voir ici de fermes sentiments et force de son fils tous les attachements. C'est parler comme il faut. Et dans cette alliance, c'est moi qui vous réponds de son obéissance. Chrysalde à Arnolphe. Je suis surpris pour moi du grand empressement que vous faites voir pour cet engagement, et ne puis deviner quel motif vous inspire. Je sais ce que je fais et dis ce qu'il faut dire. Oui, oui, Seigneur Arnolphe, il est... Ce nom l'est gris. C'est Monsieur de la Souche, on vous l'a déjà dit. Il n'importe. Qu'entends-je? Arnolphe se retournant vers Horace. Oui, c'est là le mystère où vous pouvez juger ce que je devais faire. En quel trouble! Scène 8. Georgette, Henrique, Oronte, Chrysalde, Horace, Arnolphe. Monsieur, si vous n'êtes auprès, nous aurons de la peine à retenir Agnès. Elle veut à tout coup s'échapper, et peut-être qu'elle se pourrait bien jeter par la fenêtre. Faites-la moi venir, aussi bien de ce pas prétends-je l'emmener. Ne vous en fâchez pas, un bonheur continu rendrait l'homme superbe et chacun à son tour, comme dit le proverbe. Quels mots peuvent, ô ciel, égaler mes ennuis? Et s'est-on jamais vu dans l'abîme où je suis? Arnolphe à Oronte. Pressez vite le jour de la cérémonie. J'y prends part et déjà moi-même je m'en prie.
C'est bien notre dessein. Scène 9. Agnès, Alain, Georgette, Oronte, Henrique, Arnolphe, Horace, Chrysalde. Arnolphe à Agnès. Venez, belle, venez, qu'on ne saurait tenir, et qui vous mutinez. Voici votre galant, à qui, pour récompense, vous pouvez faire une humble et douce révérence. Adieu, l'événement trompe un peu vos souhaits, mais tous les amoureux ne sont pas satisfaits. Me laissez-vous, Horace, emmener de la sorte? Je ne sais où j'en suis, tant ma douleur est forte. Allons, causeuse, allons. Je veux rester ici. Dites-nous ce que c'est que ce mystère-ci. Nous nous regardons tous sans pouvoir le comprendre. Avec plus de loisir, je pourrais vous l'apprendre. Jusqu'au revoir. Où donc prétendez-vous aller? Vous ne nous parlez point comme il nous faut parler. Je vous ai conseillé, malgré tout son murmure, d'achever l'hyménée. Oui, mais pour le conclure, si l'on vous a dit tout, ne vous a-t-on pas dit que vous aviez chez vous celle dont il s'agit? La fille qu'autrefois de l'aimable Angélique, sous des liens secrets, eut le seigneur Henrique? Sur quoi votre discours était-il donc fondé? Je m'étonnais aussi de voir son procédé. Quoi? D'un immense secret, ma sœur eut une fille dont on cacha le sort à toute la famille. Et qui, sous de feints noms, pour ne rien découvrir, par son époux au champ fut donné à nourrir. Et dans ce temps, le sort lui déclarant la guerre l'obligea de sortir de sa natale terre. Et d'aller essuyer mille périls divers dans ces lieux séparés de nous par tant de mer. Où ses soins ont gagné ce que dans sa patrie avait pu lui ravir l'imposture et l'envie. Et de retour en France, il a cherché d'abord celle à qui de sa fille il confia le sort. Et cette paysanne a dit avec franchise qu'entre vos mains, à 4 ans, elle l'avait remise. Et qu'elle l'avait fait sur votre charité par un accablement d'extrême pauvreté. Et lui, plein de transport et l'allégresse en l'âme, a fait qu'en ces lieux conduire cette femme. Et vous allez enfin la voir venir ici, pour rendre aux yeux de tous ce mystère éclairci. Je devine à peu près quel est votre supplice, mais le sort en cela ne vous est que propice. Si n'être point cocu vous semble un si grand bien, ne vous point marier en est le vrai moyen. Arnolphe s'en allant, tout transporté et ne pouvant parler. Ouf! Scène 10. Henrique, Oronte, Chrysalde, Agnès, Horace. D'où vient qu'il s'enfuit sans rien dire? Ah, mon père, vous saurez pleinement ce surprenant mystère. Le hasard, en ces lieux, avait exécuté ce que votre sagesse avait prémédité. J'étais, par les doux nœuds d'un amour mutuel, engagé de parole avec cette belle. Et c'est elle, en un mot, que vous venez chercher, et pour qui mon refus a pensé vous fâcher. Je n'en ai point douté d'abord que je l'ai vue, et mon âme depuis n'a cessé d'être émue. Ah, ma fille, je cède à des transports si doux. J'en ferai de bon cœur, mon frère, autant que vous. Mais ces lieux et cela ne s'accommodent guère. Allons dans la maison débrouiller ces mystères, payer à notre ami ses soins officieux et rendre grâce au ciel qui fait tout pour le mieux.